Bon, aujourd'hui, on parle de père aidance et auto-soins en santé mentale. Notre conférencier, c'est Jean-François Pelletier. Il est membre de l'Axe de la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Il est chargé de cours pour la formation à la père aidance à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Il est également professeur de clinique à l'Université Yale au Program for Recovery and Community Health. Jean-François, il est lui-même père aidant, en plus d'être spécialiste en activité clinique, père aidance, proche accompagnateur, primauté de la personne, à la direction des programmes de santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest. Et aujourd'hui, Jean-François, il est accompagné de François Tremblay, qui est coordonnateur du service de santé mentale adulte pour le RLS de Jardin-Roussillon et il va participer à titre de discutant. Alors, en fait, là, je trouve que j'ai bien assez parlé. Donc, maintenant, je te cède la parole, Jean-François. À toi. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Journée mondiale de la père aidance. Je vais essayer d'être à la hauteur d'un public quand même très varié. J'ai préparé une présentation PowerPoint que je vais vous partager. Vous la voyez bien? Voilà. Parfait. Donc, oui, bon. Donc, vous avez le résumé de l'événement. Si vous êtes inscrit, c'est parce que vous en avez pris conscience. Remarquez surtout les objectifs sur lesquels nous allons revenir à la fin. Recommander des modalités d'intégration de pères aidants à diverses étapes de l'offre publique de services allant des auto-soins à la psychothérapie. Et deuxièmement, différencier la père aidance des interventions qui s'y apparentent pour favoriser l'engagement des pères aidés dans leur propre trajectoire de rétablissement. On va parler un petit peu de rétablissement, on va parler des pères aidants et comme l'indique le titre, là, donc père aidance, auto-soins, santé mentale. On va commencer par décliner chacun de ces trois éléments-là. Donc, les objectifs sont ici, là, puis on y revient à la fin, ça va être important. C'est quoi la père aidance et le rétablissement? L'expérience du rétablissement en santé mentale est particulièrement propice au partage d'expériences entre pairs qui ont fait face ou qui ont fait face à des défis similaires. L'expérience commune, c'est la douleur et le tiraillement émotionnel qui accompagnent le sentiment de perte ou de désespoir dû aux conséquences souvent dévastatrices d'un trouble de santé mentale ou dépendance, mais surtout, ou en fait, ce qu'on va discuter ici, les conséquences dévastatrices du fait d'être étiqueté, soit malade mental ou toxicomane, des étiquettes vraiment socialement très aliénantes. Donc, le rétablissement, c'est réussir à s'émanciper de cet étiquetage-là lorsqu'il représente là, une marque de laquelle on voudrait se dégager. Puis donc, un père aidant, distinguons, les pères aidants, il y en a toujours eu, l'entraide entre pairs, c'est pas moi qui l'invente. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est des travailleurs pères aidants. C'est un nouveau métier en expansion, donc des gens qui travaillent dans les équipes de suivi en santé mentale, qui ont eux-mêmes une expérience vécue d'un problème de santé mentale ou de dépendance et qui ont assez de recul pour pouvoir parler de leur rétablissement et du rétablissement. Et c'est des personnes qui ont suivi une formation spécialisée pour transformer cette expérience vécue en savoir expérientiel afin d'aider d'autres personnes avec un vécu similaire, c'est-à-dire nos pairs aidés. Quant à l'auto-soin, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé définit l'auto-soin comme la capacité des individus, des familles, des communautés à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à protéger la santé, ainsi qu'à faire face à la maladie et au handicap, avec ou sans le soutien d'un professionnel de la santé. Les auto-soins recouvrent plusieurs thématiques, y compris l'hygiène, la nutrition, le mode de vie, ainsi que des facteurs environnementaux et socio-économiques. Il s'agit de promouvoir les auto-soins. En fait, promouvoir les auto-soins constitue un moyen d'autonomiser les individus, les familles et les communautés pour une prise de décision éclairée
en matière de santé. Les autosoins ont le potentiel d'améliorer l'efficacité des systèmes de santé et de contribuer à l'équité en matière de santé. OK, on part avec cette définition de l'autosoin. Quant à la santé mentale, on parlait de notre titre tout à l'heure, père aidance et autosoins en santé mentale. Eh bien, ici, en santé mentale, c'est sous l'angle des politiques ou des plans d'action en santé mentale. Parce qu'en fait, la santé mentale, c'est presque un pléonasme. Là. La santé, selon toujours l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bien, c'est un bien-être physique, mental et social complet, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Puis au Québec, depuis 2005, là, ça fait quoi, 17 ans, dans les plans d'action ministériels successifs en matière de santé mentale, on prévoit l'intégration de pères aidants dans différents modèles de suivi clinique. Mais lorsqu'on en parlait dans les plans d'action en santé mentale de 2005-2010, ensuite 2010-2015, eh bien, c'était pour les situer dans les équipes de suivi intensif dans le milieu, le CIM. Il y a aussi maintenant le soutien d'intensité variable, le CIV. CIM-CIV, on va en reparler tout à l'heure. Dans ces équipes offrent du traitement, de la réadaptation et du soutien à domicile ou dans la communauté. Ça correspond au modèle Assertive Community Treatment. Et les pères aidants correspondent au soutien, la troisième composante. Mais depuis 2022, il y a un nouveau plan d'action interministériel qui est sorti, qui vraiment va faire éclater, va multiplier la demande de pères aidants, puisqu'on voudrait en avoir dans le réseau intégré jeunesse aire ouverte pour les jeunes 12 à 25 ans, avec ou sans diagnostic de troubles mentaux. On prévoit également des pères aidants dans le programme québécois pour les troubles mentaux, le PQ-PTM, lequel là, se répand lui aussi à l'échelle québécoise. Puis ce PQ-PTM est conçu pour les personnes vivant surtout avec l'anxiété et la dépression, qui sont des troubles mentaux beaucoup plus courants que ceux dont sont affectées les personnes suivies dans les équipes SIMCIV. Parce qu'en fait, selon Statistique Canada, à elles seules, ces deux conditions touchent 10 de la population, alors que pour les SIMCIV, ça s'adresse à 1 de la population. Donc, la demande de pères aidants, depuis cette année, a été décuplée et multipliée par 10. Puis, ce qu'on montre aux pères aidants, avec une approche holistique, c'est comment cibler les zones d'interaction entre santé mentale, santé physique, santé sociale. Par exemple, on sait que les personnes qui ont la schizophrénie ont beaucoup plus de problèmes de santé physique chronique que le reste de la population et que dans la population, les gens qui ont des maladies physiques chroniques ont plus de problèmes de santé mentale courants comme l'anxiété et la dépression. Donc, on va essayer de cibler ces zones d'interface. Puis ça, là, pour ceux qui sont familiarisés un petit peu avec l'épidémiologie, c'est le carré de White. Ça date quand même, mais vous voyez, sur 1000 habitants qui sont exposés à un problème de santé, à peu près 750 personnes vont signaler un trouble, 250 vont consulter, 5 hospitalisés, puis une personne va se retrouver en centre hospitalier universitaire. À l'heure actuelle, pour avoir accès aux pères aidants, c'est beaucoup dans les 6 et CIUS, donc surtout la troisième ligne ici, là, qui touche vraiment pas beaucoup de personnes. Puis ici, c'est corroboré ce modèle-là par nos collègues à Rouen, là, remarquez les chiffres de 1800, 217, puis pour arriver à une personne. Donc, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre ça par l'autre sens du carré de White avec tout l'auto-soin, ce que les gens font déjà au quotidien. Puis, je vous invite à vous procurer ce livre où on explique, qui est très utilisé là, dans le cours que nous, on donne formation à la père aidance. Puis ici, je signale en cette journée mondiale de la père aidance la naissance cette année de Père Aidance Québec qui rend disponible cette petite brochure-là. C'est un dépliant. Et moi-même, quand je me présente comme père aidant dans différents endroits, les gens ne savent pas c'est quoi être père aidant, là. Donc, c'est une bonne chose de leur présenter. Puis, moi, je peux le faire à travers ce qui est ici, là. Les pères aidants m'aident à me sentir normal. J'en reparlerai tout à la fin. Comment moi, Nathalie Lagueux m'a permis, à moi, un vieux monsieur, là, ça l'a pris 30 ans, 3 décennies,
pour en venir à me sentir normal par rapport à ce qu'on a vécu, moi-même et dans ma famille. Ça, c'est grâce à une père aidante. Et puis, qu'est-ce qu'un père aidant? Cette brochure-là le présente également. Bon, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir une formation lorsqu'on veut travailler dans un contexte hospitalier très complexe. Alors, à l'Université de Montréal, pour bien outiller nos gens, on a développé un micro-programme de 450 heures qui est réparti sur une année complète. C'est des cours qui sont crédités, qui peuvent être utilisés. Supposons que quelqu'un s'inscrit et dit « Ah, bon, c'est pas ce que je pensais » ou « Je veux continuer mes études ». Bien, les crédits vont suivre pour aller chercher d'autres qualifications. Et lors du stage, bien, il y a une partie vraiment d'échange avec les résidents, les jeunes résidents en psychiatrie, R2 et R3, dans le cadre du séminaire de suivi de réadaptation avec les docteurs Lesage et de Bénédictis et d'autres. Là. Mais ça, c'est l'occasion pour nous d'influencer le plus tôt possible les futurs praticiens de la psychiatrie. Puis, bon, après 5 ans d'existence, un micro-programme, on peut dresser quelques constats. Très peu se destinent à la pratique de la pérédance en SimCiv. C'est donc l'occasion d'explorer et de développer plusieurs autres créneaux. Et là, il me permet de gorger. Je vais vous partager un autre document qui est un enregistrement vidéo où vous allez voir toute une suite de collaborateurs très précieux qui, à la fois à l'international et au Québec. Et puis, moi, ça va me permettre, je l'aurais pu le faire live, mais ça va me permettre de chatter avec vous, si vous voulez, dans la boîte de conversation pour un aspect, pour une interaction avec le présentateur qui est moi-même. Donc, en quoi consiste cette formation à la pérédance ici dans la région de Montréal? Eh bien, c'est une formation qui totalise 450 heures de formation qui sont réparties sur une année complète. Il s'agit d'un ensemble de cours qui sont crédités, donc qui peuvent être éventuellement reconnus dans d'autres programmes de formation, en travail social, en psychologie et ainsi de suite, être reconnus comme cours au choix ou comme cours hors programme, parce qu'on nous, c'est un humble micro-programme de 10 crédits. On en est très fiers, mais on encourage tous ceux qui peuvent poursuivre leur formation universitaire pour aller chercher des diplomations qui vont améliorer leur employabilité, éventuellement donner accès à de meilleurs salaires. À noter qu'une partie du stage se fait avec les résidents en psychiatrie, R2 et R3, dans le cadre du séminaire de suivi de réadaptation, qui a été initié par le docteur Alain Lesage. Et il y a plusieurs autres docteurs, mais les docteurs Lesage et Luigi de Benedictis sont des alliés précieux dans la pérédance à Montréal. Luigi en particulier, là, pour accueillir de nos stagiaires à chaque été. Et là, on a 5 ans de formation complétée. On peut établir certains bilans. Puis, un de ceux-là, c'est que ça fait des classes très, très diversifiées en termes de groupe d'âge, en termes de profession. On avait des gens du secteur financier, une policière, des travailleurs sociaux. On a aussi un pompier avec nous. On a des militants de longue date, des artistes, enseignants, infirmières, j'en oublie là. Mais souvent, c'est plutôt rare que nos étudiants viennent pour ensuite aller travailler dans les équipes de suivi intensif dans le milieu de soutien d'intensité variable, le fameux SimCiv dont on a parlé. C'est plutôt des gens qui vont poursuivre dans le secteur dans lequel ils sont déjà, mais qui, autour d'eux, vont pratiquer la pérédance, ce qui permet d'explorer et de développer plusieurs autres créneaux que ceux qui étaient initialement envisagés pour la pérédance chez nous au Québec. Et on va le voir, là, nous mener tranquillement vers l'auto-soin. C'est un projet à la base qui était le fruit d'une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université Yale, en particulier avec mon mentor là-bas, le professeur Larry Davidson, qui est une sommité mondialement connue du rétablissement et donc de la pérédance, et qui, dans l'entrevue qu'il nous avait accordée pour la formation,
nous parlait de la publication dans la revue Health Affairs d'un article où il parlait de l'avancée très, très significative du fait que maintenant, aux États-Unis, depuis l'entrée en vigueur du Affordable Care Act, mieux connu comme étant l'Obamacare, n'est-ce pas? Et depuis l'entrée en vigueur de cette Obamacare, les services d'accompagnement des pères aidants, et maintenant, on est rendu à 30 000 pères aidants et plus aux États-Unis, eh bien, leurs services sont maintenant remboursables par les compagnies d'assurance. Alors, c'est un nouveau marché de plusieurs milliards de dollars potentiellement qui se présente à nous, et Larry en parlait en étant très content de cette avancée. Une autre collaboratrice dans la formation de renommée mondiale, Patricia Degun, parce que lorsqu'on parle du mouvement contemporain du rétablissement, c'est inévitable. On va tomber sur son article de 1988 et nos étudiants doivent connaître cette date clé, qui est le moment où Patricia a suggéré le concept de rétablissement, mais aussi en faisant le parallèle avec d'autres types de handicaps mobiles et autres là, en santé physique, pour avoir une meilleure alliance entre santé mentale et santé physique. Et elle a développé des formations autour du concept de personal medicine. Et dans l'entretien qu'elle nous accordait ici, elle parle de médecine personnelle ou personal medicine en disant bien que ce n'est pas quelque chose que l'on prend, c'est quelque chose que l'on fait pour aller mieux. Donc, on s'en vient encore une fois vers l'auto-soin. Et puis, un autre grand ténor du rétablissement et de la père aidant, c'est Patrick Corrigan de l'Université d'Illinois, qui a publié dans World Psychiatry un article important qui explique le phénomène du Why Try Effect, le pourquoi essayer. Patrick étant un spécialiste de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Et on va l'écouter d'ailleurs à travers un peu une récapitulation de ce concept que je fais dans une capsule. On va voir comment se décline ce phénomène pourquoi essayer, parce qu'on pressent bien que les pères aidants sont particulièrement utiles pour prévenir le phénomène de l'autostigmatisation. S'il n'y avait qu'un seul mot à choisir pour résumer ce que peut représenter leur établissement, ce serait le mot « espoir ». Toutefois, l'espoir, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Personne ne peut définir pour une autre personne ce qui est une source d'espoir pour elle. Par contre, ce qu'il est possible d'identifier ensemble, ce sont des obstacles qui peuvent se dresser dans l'expression de l'espoir. Parmi ces obstacles, il y a les images et les représentations sociales que les gens se font de la maladie mentale et des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes, qui sont des schémas de pensée préconçus qu'un groupe d'individus se fait à propos d'un autre groupe d'individus. Ces stéréotypes sont le fruit de tout un imaginaire qui ne reflète pas la réalité et qui distorsionne la perception des faits. Et lorsque ces fausses représentations deviennent des jugements basés sur de telles impressions non vérifiées, il s'agit de préjugements, soit de préjugés. Les stéréotypes à propos des personnes vivant avec la maladie mentale, soit les personnes que l'on dit être des malades mentaux, incluent A. Les reproches. On suggère alors que ces personnes pourraient se prendre en main si elles le voulaient. Il y a aussi B. La présomption de dangerosité. Les manchettes de journaux sensationnalistes suggèrent souvent des liens entre des crimes commis et un diagnostic de maladie mentale, alors que la très grande majorité des crimes violents sont perpétrés par des gens qui n'ont pas de tel diagnostic. De plus, les personnes vivant avec la maladie mentale sont en fait plus souvent victimes de violences que le reste de la population. La troisième composante de la stigmatisation est, c'est la présomption d'incompétence. On insiste alors sur les coûts que peuvent représenter la prise en charge et les mesures de soutien en suggérant également
que les personnes concernées ne sont qu'un fardeau et qu'elles ne peuvent ni ne veulent contribuer à l'effort collectif. Si seulement les stéréotypes restaient sans conséquences plus sérieuses que de garder ceux qui le pensent dans l'erreur, on pourrait se dire « tant pis pour ces personnes-là ». Malheureusement, les stéréotypes qui, par définition, ne s'appuient pas sur la réalité, ont des conséquences dans la réalité des gens à propos de qui ces stéréotypes sont entretenus. Ils conditionnent la façon dont le public en général se comporte envers les personnes à qui on impose le stéréotype. On dira de ces personnes victimes de préjugés qu'elles sont stigmatisées, c'est-à-dire qu'elles se font affubler d'avance une étiquette identitaire sur la base d'idées préconçues. C'est ce qu'on appelle la socio-stigmatisation, laquelle rabaisse dans un statut d'infériorité les personnes stigmatisées qui n'ont dès lors plus les mêmes chances de se réaliser ou de se faire reconnaître pour qui elles sont véritablement. Elles ne sont plus traitées d'égal à égal, par exemple lorsqu'elles font l'objet de discrimination sur le marché du travail ou de ségrégation lorsqu'elles sont regroupées contre leur gré dans des espaces fermés ou même dans des ghettos. En matière de santé mentale, probablement plus que pour tout autre problème de santé, un diagnostic médical devient assez rapidement, en fait, un diagnostic social. Social en ce sens qu'un diagnostic devient un motif pour porter atteinte à la dignité de la personne lorsqu'on s'en sert pour la dénigrer. Lorsque les préjugés se traduisent en actions concrètement préjudiciables envers une minorité, il est possible de dénoncer et même, éventuellement, de poursuivre les auteurs de ces actes. Dans les sociétés démocratiques, il y a des lois qui interdisent de telles pratiques. Par contre, il est beaucoup plus difficile de s'attaquer de cette façon-là à la stigmatisation lorsque celle-ci est intériorisée et lorsque les personnes qui en sont victimes se voient et se déprécient elles-mêmes sous le prisme déformant des stéréotypes. Il y a en effet la socio-stigmatisation et l'auto-stigmatisation. La première vient de l'extérieur et la seconde, bien sûr, infligée à soi-même, vient de l'intérieur. L'autostigmatisation repose d'abord, 1. Sur la conscience de l'existence de stéréotypes dans la société et la connaissance qu'on peut en avoir. 2. Il y a l'étape qui consiste à endosser les stéréotypes de la société face aux malades mentaux. Et troisièmement, l'autostigmatisation consiste finalement à s'appliquer à soi-même une vision stéréotypée. Encore une fois, si les conséquences de l'autostigmatisation ne restaient qu'au plan conceptuel et de l'image de soi, on pourrait se contenter de trouver cela bien dommage. Malheureusement, plusieurs études démontrent que l'effet de l'autostigmatisation ne s'arrête pas à ce stade de l'image de soi. Cet effet se répercute sur le comportement de la personne et ses décisions d'agir ou non pour changer les choses. L'image déformée de soi affecte alors les médiateurs psychosociaux qui sont des intermédiaires entre ce que la personne perçoit d'elle-même et ce qu'elle fait en société. Parmi ces médiateurs psychosociaux, il y a l'estime de soi et il y a le sentiment d'efficacité. Lorsque ces médiateurs sont négativement affectés par l'autostigmatisation qui déforme l'image de soi, un effet démoralisateur se prolonge ensuite jusqu'à limiter la capacité et la volonté même de la personne de se prendre. Ceci nuit à l'autonomisation de la personne et à la possibilité de soi réduite, affecte en effet négativement l'intention globale de demander de l'aide. Et lorsque le sentiment d'efficacité se transforme plutôt en sentiment d'inefficacité, la personne se décourage d'avance par crainte d'améliorer son sort et d'être rejoué. L'image de soi, l'autostigmatisation, elle-même alimentée par la socio-stigmatisation, a donc un impact négatif bien réel sur les attitudes et comportements de la personne par rapport à la poursuite ou à l'abandon de ses objectifs de vie. Tout cet engrenage, c'est ce que Patrick Corrigan a appelé l'effet pourquoi essayer,
le white lie effect. Et on ne s'étonnera pas d'observer qu'une personne qui n'essaie pas d'améliorer son sort et qui ne se fait pas aider non plus pour améliorer sa capacité d'améliorer son sort, eh bien, la boucle serait-elle ainsi bouclée? Conférant donc de la véracité aux images et représentations sociales que nous disions pourtant fausses au début de cet exposé? Si tel était le cas, ce serait en effet désespérant. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Des interventions peuvent en effet efficacement contrer et même inverser l'effet « pourquoi essayer ». Il est possible de développer une identité positive en interagissant avec des membres d'un même groupe d'individus ayant en commun d'être stigmatisés et maintenir une meilleure estime de soi à la fois individuelle et collective. C'est pourquoi des interventions axées sur le rétablissement misent sur la présence d'usagers dans l'offre elle-même de soins et de services. Ces usagers, en particulier les pères aidants formés à cette fin, personnifient l'espoir d'un possible changement, puisqu'ils sont eux-mêmes des exemples de réussite et d'émancipation qui contredisent de manière très éloquente les stéréotypes fatalistes. Ils ont réussi à se libérer de l'emprise de la socio-stigmatisation, exercée sur eux comme sur le reste de la société, et puis de celle de l'auto-stigmatisation qu'ils ont pu vivre à un moment donné de leur vie. Les pères aidants incarnent donc l'espoir et sont formés pour le communiquer en favorisant des rapports d'égalité et de réciprocité, des rapports dégagés de tout stéréotype. Alors, on vient de voir là, la contribution de quelques-uns de nos collaborateurs internationaux, Patrick Corrigan, Patricia Deegan et Larry Davidson, qui sont des ténors mondialement connus, mais aussi qui sont elles-mêmes et eux-mêmes des personnes en rétablissement qui ont à maintes reprises publiquement là, dévoilé cette condition. Et chez nous aussi, on en a des pionniers de la pérédance et du rétablissement et qui sont invités. Et je vais vous présenter ici, là, dans la formation cet automne, on est en plein dedans, la session automne 2022, où de semaine après semaine, vous avez ces pères aidantes et pères aidants vedettes qui se relaient pour présenter différents aspects de la pratique de la pérédance à nos étudiants. On a commencé cette année avec Nathalie Lagueux, qui est travailleuse sociale de formation, mais qui est aussi la créatrice de la première formation québécoise à la pérédance. Et la formation montréalaise se greffe en quelque sorte à la formation québécoise. La formation québécoise étant plus intensive, hein, à temps plein pendant quelques semaines, alors que la formation montréalaise est à temps partiel, mais répartie sur une année complète. On encourage tout le monde à faire les deux formations complémentaires s'ils le peuvent. Mais moi, je dois tout de suite dire à quel point, j'en reparlerai tout à l'heure, Nathalie, dans mon propre parcours de rétablissement, a été une personne littéralement qui a changé ma vie. On s'en reparle tout à l'heure. Ensuite, après Nathalie, nous avions Carole Lavoie, qui est une graduée de notre formation à nous, et puis qui est venue nous faire des exercices dans le cours. Des exercices qu'elle propose dans le cadre d'ateliers qu'elle a développés, qui s'appellent, ces ateliers-là, « Favoriser son rétablissement ». Et puis, c'est des groupes qui favorisent l'auto-soin. Donc, c'est en lien avec le fameux programme québécois pour les troubles mentaux, le fameux PQPTM dont on a parlé. On a eu aussi, évidemment, Luc Vigneault, qui est un personnage très connu chez nous au Québec et en France également, qui est un patient partenaire de recherche et d'enseignement et plein d'autres choses, qui est un conférencier indépendant, qui a beaucoup milité et qui a permis des développements très significatifs chez nous au Québec pour le mouvement des usagers. Et ici, Lucila Guerrero, qui est aussi une graduée de notre formation, qui était venue avec la professeure Isabelle Courcy dans le cours, proposer quelques pistes de réflexion pour développer une pratique de pérédance en autisme.
Et puis, c'est grâce à Lucilla que moi, j'ai appris l'existence du concept de neurodiversité et reconnaissance positive de l'autisme. Et ça nous a permis de faire des liens. On se posait la question, est-ce que le rétablissement, ça s'appliquerait à l'autisme? Bien, certainement pas qu'on conçoit le rétablissement comme guérison. Mais si c'est le rétablissement de la dignité de la personne au-delà de la stigmatisation, l'étiquetage que peut représenter le fait de se faire appliquer un diagnostic de trouble de l'autisme ou de trouble de santé mentale ou de dépendance, peu importe le diagnostic, eh bien, s'il s'agit du rétablissement de la dignité de la personne, eh bien, ici, il n'y a aucun doute que le rétablissement s'applique également en autisme, mais l'autisme contribue de cette façon à mieux définir ce qu'est et surtout ce que n'est pas le rétablissement. Et puis, avec Sarah Brulard, nous avons exploré la notion de père aidance famille. Donc, un père aidant famille, c'est un membre de l'entourage d'une personne elle-même affectée par un trouble de santé mentale ou de dépendance. Et puis, donc, qui a cette expérience et qui suit la même formation à la père aidance de base, mais ensuite qui se spécialise et qui va pouvoir soutenir d'autres proches de l'entourage, membres de l'entourage d'une personne elle-même touchée. Donc, soutenir ce membre de l'entourage dans son rôle de proche aidant. C'est la notion de père aidant famille et Sarah avait fait son stage en partie à l'urgence psychiatrique où vous imaginez bien, moi ça m'est déjà arrivé moi-même d'accompagner un proche, puis on est nous-mêmes ébranlés, on veut être un bon soutien pour notre proche, mais on a également, nous, besoin d'une oreille attentive et c'est là que les pères aidants, famille, entrent en ligne de compte. Benoît Saint-Pierre, aussi pionnier certainement, parce qu'il était un patient partenaire, si l'on peut dire, du fameux projet « Un chez soi d'abord ». En France, ils appellent ça le « Housing First ». Et qui a commencé bel et bien au Canada, un projet de plus de 100 millions de dollars dans 5 villes canadiennes, je crois, dont Montréal. Et Benoît a pris du galon dans le cadre de ce projet. Et puis maintenant, il est père aidant à l'hôpital Notre-Dame, ici au centre-ville de Montréal, où se trouve notamment le local du Café des Pères. Je prends cet exemple-là, parce que Benoît, lui, pratique la père aidance vraiment en contexte hospitalier à l'interne. Et puis, des fois, les usagers qui sont hospitalisés peuvent venir discuter avec des pères aidants et entre eux au Café des Pères qui est situé exactement dans la même bâtisse. Une autre père aidante très, très expérimentée, très appréciée de nos étudiants ici, elle était venue présenter son livre « Entre mes psychoses, survivre ». Dans ce livre, elle présente un filet de sécurité. Les pères aidants, souvent, vont proposer à leur père aidé de préparer un filet de sécurité qui est inspiré du Crisis Plan, du fameux Wellness and Recovery Action Plan, le WRAP, développé par le Copeland Center aux États-Unis. Donc, le filet de sécurité, c'est un peu, on anticipe, c'est un peu des directives anticipées. Quand on n'ira pas bien, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, les pères aidants, on est invités fortement nous-mêmes à préparer un plan de sécurité que nos collègues pourront éventuellement, s'occuper avec nous lorsque s'il nous arrive d'aller moins bien. C'est bon que nos autres collègues pères aidants puissent être là pour nous soutenir à partir de ce qu'on aura énuméré dans notre plan de sécurité. Et puis, Colombe a la générosité d'accueillir comme stagiaire dans des ressources d'hébergement de nos étudiants. C'est un autre créneau. Benoît, lui, était à l'hôpital. Ici, on n'est pas dans l'hôpital, mais dans une ressource d'hébergement où on souhaite que les gens, éventuellement, ce ne soit que transitoire après l'hospitalisation, ressources d'hébergement et ensuite peut-être dans la communauté comme tout le monde. Donc, c'est cette trajectoire de rétablissement comme citoyen à part entière que nous, les pères aidants, nous pouvons accompagner. Un autre niveau, plus politique cette fois-ci, Sylvain Dauteuil, qui était consultant à la Commission de la santé mentale du Canada, qui était venu dans notre cours présenter le guide de référence pour des pratiques accès rétablissement. Et évidemment, les pratiques accès rétablissement, ça implique qu'il y ait des pères aidants et des pères aidantes. Comme Marie-Ève Vautrin-Nadeau,
graduée de chez nous, qui est actuellement très active dans le R ouvert, hein, qui est le réseau de services intégrés jeunesse, qui se développe un petit peu partout, en fait, partout au Québec à l'heure actuelle, et qui est inspiré du modèle Headspace australien, où il est prévu qu'il y ait des pères aidants. Donc, ce sont pour des jeunes, je pense, 16-25 ans. Mais ces jeunes-là, ça va être difficile de les garder comme pères aidants dans les aires ouvertes. Ils vont être là peut-être de passage, qui vont poursuivre leurs études ou leur cheminement tel que prévu. Puis il va y avoir des pères aidants plus seniors, comme Marie-Ève, pour soutenir les jeunes et représenter une espèce d'élément de stabilité dans le développement de la père aidance, parce que c'est ce qu'on souhaite pour les jeunes. Par exemple, comme Marie-Ève, une autre Marie-Ève, La Roche cette fois-ci, père aidant jeunesse, mais qui poursuivait, en plus de notre formation de père aidant, mais aussi des études en nutrition. Donc ici, Marie-Ève a été père aidante pendant un certain temps, mais après avoir complété sa formation en nutrition, mais elle travaille maintenant dans ce secteur. On est très content pour elle, désolé de la perdre comme père aidant, mais ce qu'on souhaite, c'est que des jeunes, avec le soutien notamment des pères aidants, bien, après un épisode là, qui fait qu'il y a une interruption de projets socio-professionnels comme les études, par exemple, il faut que cette interruption-là soit la plus courte possible pour qu'on puisse reprendre le cheminement qu'on avait en tête avant de tomber malade. Et ici, un autre qui représente la jeunesse, peut-être Charles-Albert Morin, qui est présentement agent de relations humaines. Parce qu'on peut composer on peut proposer différentes combinaisons, père aidant et agent de relations humaines. On a des travailleurs sociaux comme Martin Lepage, qui était père aidant, ensuite qui a complété sa formation et qui est travailleur social et père aidant. On a eu une infirmière et père aidante, et ainsi de suite. Ça, c'est des titres d'emploi qui existent déjà dans le réseau. Et ce qui n'est pas le cas encore à l'heure actuelle au Québec. Le titre d'emploi de père aidant n'est pas reconnu. Donc, on encourage nos étudiants à parfaire leur formation pour aller chercher des titres d'emploi qui sont mieux rémunérés, en l'occurrence, que ce qui est proposé présentement. Et puis, Charles Albert n'hésite pas à prendre la parole sur la place publique. Il l'a fait à plusieurs reprises avec des lettres d'opinion dans la presse. Vers la fin de la session, c'est notre volet plus international. Ici, on a Philippe Maugiron qui pointe du doigt mon livre. Merci, Philippe. Philippe qui a fait partie de la toute première expérimentation en France, l'expérimentation pilotée par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, donc le CCOMS de Lille, expérimentation de 2012 à 2014, de la formation de médiateur de santé pair. Médiateur de santé, c'est un titre d'emploi qui existe en France. Ils ont greffé pair. Et puis, il y a maintenant une formation, qui est en fait même une licence, qui est donc qualifiante, qui a l'équivalent d'un certificat à la paire aidance. Et Philippe est très impliqué avec la professeure Olivia Gross à Paris dans le développement de cette licence. Une autre formation qui existe et que Roxane Mazalon a suivie, Roxane qui travaille présentement à Lausanne, mais qui a suivi la formation, si vous voyez, ici c'est la page couverture de son mémoire dans le cadre du diplôme universitaire de paire aidance qui est proposé à l'Université de Lyon, entre autres là, piloté par le professeur de psychiatrie et le médecin Nicolas Franck. Et finalement, au plan international, encore une fois, la session se termine avec Stéphane Ouaha, avec qui on travaille beaucoup pour développer une formation à la paire aidance, mais qui soit aussi pour les gens qui travaillent avec des pères aidants. Et on souligne ici l'importance de bien préparer les équipes, et en principe, une activité comme celle-ci en ce moment favorise cette préparation. Et Stéphane et Pierre Feignois aussi, que je salue, ont été également des éléments déclencheurs dans le fait que moi-même, maintenant, mon identité professionnelle soit celle de fier père aidant. Je le dois beaucoup à eux également. Je trouve qu'on se considère presque comme étant des frères, là, mais
parce qu'on se reconnaît dans l'amour que nous avons pour la paire aidance. Et puis, on travaille sur un projet international d'envergure avec plusieurs pays européens, dont vous entendrez probablement parler dans les prochains mois, qui consiste à développer notamment un guide, un référentiel de compétences pour les pères aidants. Et ce référentiel-là est pour les pères aidants, mais en fait, c'est pour la paire aidance. Il va aussi concerner les établissements qui embauchent des pères aidants.